d'immenses prairies désertes, inondées de lumières irréelles qui brusquement plongent dans le vide. C'est un monde en soi, un espace singulier que nous allons parcourir. Nous sommes en Lozère, à 1000 mètres d'altitude, sur le Causse-Méjean, l'un de ces hauts plateaux que des rivières, le Tarn, la Jonte, ont délimité en creusant de profondes gorges. L'impression d'aridité est trompeuse, car ces paysages nés des influences climatiques passées sont aussi le fruit d'une occupation humaine obstinée. Aujourd'hui, cap sur le Causse-Méjean, une île au milieu du ciel. On les appelle poétiquement les cheveux d'ange. Un peu partout sur le Causse, à la belle saison, ils ondoient, telle une mer scintillante. Marcher sur ce haut plateau situé dans le parc national des Cévennes, c'est partir en expédition dans des temps très anciens, quand l'océan recouvrait ces terres. Le calcaire du Causse, formé par accumulation au fond des mers de sédiments, de coquillages, de squelettes d'animaux marins, date du Jurassique, c'est-à-dire 200 millions d'années. Et sans ces gigantesques entailles creusées par les rivières, les gorges, on aurait sans doute du mal à prendre la mesure de l'épaisseur de roches accumulées sur ce plateau. Daniel, il y a combien de mètres de calcaire sous nos pieds? On dit que les Grands Causses c'est un empilement de 1000 mètres de sédiments. Nous sommes au milieu de ce Causse-Méjean. C'est un paysage incroyable. On se croirait dans les steppes presque. Sur ces endroits préservés, d'ailleurs qui sont en zone au cœur du parc, la steppe est intacte depuis l'origine. Quand on regarde ce paysage, on se dit mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de cours d'eau, c'est aride. C'est vraiment le cas? Ah non, vraiment, on est dans un secteur parmi les plus arrosés. C'est minimum 1 mètre d'eau par an, de tranche d'eau que le Causse bénéficie. Alors elle est où cette eau, parce qu'on ne la voit pas? Elle est en profondeur, puisque le calcaire est crevassé à l'extrême, et donc elle se stocke dans des rivières souterraines et elle est restituée dans les vallées. Et donc nous sommes ici sur le Méjean, sur le toit d'un réseau souterrain immense, puisque le plateau fait 330 km² et comporte plus de 600 cavités. Quand on dit plateau, on imagine que c'est tout plat. C'est pas le cas, hein. Il y a des vallons, puis alors il y a... moi j'appelle ça des taches vertes, là c'est quoi ces cavités? Ouais, ce sont ce qu'on appelle chez nous des sotches et ce qu'on appelle généralement en géomorphologie des dolines. Qu'est-ce que c'est? Alors des dolines, c'est tout simplement un point de convergence des eaux vers une zone fissurée et millénaire après millénaire, ça s'enfonce en entonnoir. Et par les berges de cet entonnoir, la bonne terre qu'il y avait aux alentours a migré et est venue se concentrer dans ces dolines, ce qui en a fait un lieu privilégié depuis la préhistoire jusqu'à nos jours pour l'agriculture. La succession d'arrondis crée une sensation de douceur. Ces paysages sont inhabituels, uniques, tout sauf monotones. La preuve. Le site vers lequel Daniel nous emmène maintenant est totalement différent. Fini la steppe désertique, place à une forêt touffue d'épineux. Aucune route pour venir ici, juste un chemin chaotique. Après 1 heure de marche, nous arrivons aux Arcs de Saint-Pierre, sans doute l'un des premiers lieux d'occupation humaine. On a retrouvé ici de nombreux vestiges qui remontent à plus de 6000 ans. Tout autour de nous, comme tombés du ciel, ces étranges sculptures naturelles, des rocs dolomitiques taillés, troués par l'érosion. Waouh, quel spectacle! Voilà, alors là ici, ce sont les grands arcs de Saint-Pierre. Il y en a combien en tout? Une dizaine, mais là c'est les 3 plus importants, les 3 grands arcs. Et donc ils se sont formés il y a très très longtemps. C'est une histoire de plusieurs millions d'années. Ce que l'on sait, c'est qu'à un certain stade ici, c'était une grotte. Et ce que l'on a là, c'est tout simplement la ruine, ce qui reste des parois d'une grotte, après effondrement et disparition des blocs.
En fait, Daniel, les apparences sont un peu trompeuses. La forêt autour de nous, elle est récente. Il faut rappeler qu'on est sur un haut plateau, plutôt désertique. Donc, je me dis que les premiers hommes, ils sont plutôt allés au fond des vallées, au bord de la rivière. Ils y habitaient, mais leur activité se déroulait à la surface de ces hauts plateaux, parce qu'ils pouvaient trouver là des espaces pour leurs troupeaux, et puis ils pouvaient labourer, ils pouvaient faire donc de l'agriculture. Un espace trop pauvre pour accueillir des villes, mais bien trop riche pour être abandonné, notamment par les éleveurs. Ces paysages sont en fait profondément marqués par l'empreinte de l'occupation humaine. C'est d'ailleurs au titre de paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen que l'UNESCO inscrit les Grands Causses de Lozère sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Preuve que ces étendues naturelles sont aussi le fruit de l'occupation humaine. Les clapas, ces amoncellements de pierres qui sont parfois utilisés pour délimiter les drailles, les chemins de transhumance ou bien pour construire des petits abris pour les bergers. Il faut imaginer que depuis des milliers d'années, génération après génération, les paysans cosnards n'ont cessé d'épierrer ces terrains pour permettre la culture et l'élevage. C'est un travail absolument titanesque qu'il faut recommencer en permanence. D'ailleurs, ici, on a l'habitude de dire que si l'eau de pluie disparaît instantanément dans le sol, les pierres, elles, repoussent aussi vite qu'on les enlève. La rudesse des Causses ne se lit pas seulement dans les paysages, mais également dans le bâti. Les maisons sont systématiquement orientées vers le sud, avec peu d'ouverture, adossées au relief qui les protège des vents froids. Bonjour Eugénie. Bonjour. J'ai beau regarder, dans les maisons, je ne vois pas de bois, c'est normal? Ah non, les maisons sont construites principalement en pierre. Le Corse est bien enrichi en pierre, mais pas enrichi en bois. Alors nous sommes au Végalier, raconte-moi un peu l'histoire de cet endroit. Alors au Végalier, à l'époque, il y avait 5 familles qui y vivaient. Chaque maison était fournie d'une citerne, parce que bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas d'eau courante. Ah oui, l'eau courante est arrivée plus tard, donc c'était déjà un problème, l'eau, pour vivre. Voilà, c'était déjà un gros problème, parce que le Corse est très sec. Donc il fallait récupérer toutes les eaux de pluie pour pouvoir survivre. On voit qu'il y a une utilisation très savante de toutes les pierres ici. Hein. Surtout pour faire des fours à pain, chacun avec le sien. Ça fait presque des sculptures, c'est très visuel. Hein. Oui. Enfin, c'est surtout fait pour être pratique, j'imagine. Voilà, oui, c'était surtout pratique. Comme ça, chaque famille pouvait faire son pain quand il voulait et comme il voulait. Alors toi, tu vis ici, c'est quoi ton activité? Mon activité principale, c'est que je suis éleveuse d'ovins viande. Et alors, il est loin le troupeau? Le troupeau, il est juste dans les rochers, là, derrière le village. On y va? Allez, on y va. Voici Claude, le patriarche, la figure tutélaire. Il est aujourd'hui à la retraite, enfin, une retraite d'homme du Causse, une retraite active. Eugénie, qui travaille avec son oncle, est la 3e génération à s'occuper du troupeau. 600 brebis qui, au beau jour, pâturent dans un décor irréel, le chaos de Nîmes-le-Vieux, un champ de roches dolomitique. Alors, fais les présentations, Eugénie. C'est qui? Mon grand-père. Bonjour. Bonjour. Claude. Venez avec nous, venez nous rejoindre. Enfin, vous avez beaucoup de travail apparemment là. Hein. Mon grand-père nous donne toujours un coup de main. Il est. Le grand-père est heureux. Voilà. Le grand-père est heureux, vraiment? Ah, vraiment, oui. Et pourquoi? Quand tu as une suite dans un métier. C'est le plus important. Ah oui, Que ça continue. C'est important. Eugénie, des troupeaux d'ovins, il y en a toujours eu sur le Causse. À l'origine, c'était pour récupérer quoi? Alors il y avait la laine et après aussi le lait parce qu'à l'époque le Causse, beaucoup d'agriculteurs faisaient pour le roquefort. Et maintenant le troupeau est consacré rien que pour la viande, donc on fait de l'agneau d'engraissement.
Que se passerait-il autour de nous s'il n'y avait plus de troupeaux qui partaient en pâturage? Ou alors là, ça serait vraiment le reboisement, on peut dire, hein. Ah ouais? Il y aurait des buissons comme vous voyez là de partout. Il y aurait ça serait vraiment la nature sauvage, mais vraiment sauvage. Cette activité humaine, ça signifie que vraiment elle perpétue à conserver ces paysages. Là au moins ça permet d'entretenir le COS, de tenir des pâtures bien régulières, où les brebis puissent vivre tranquillement, et nous aussi par la même occasion. Claude, vous avez aujourd'hui des gîtes. Quand les gens viennent vous voir, le regard qu'ils portent sur votre environnement, il vous surprend? On a des gens qui arrivent dans les gîtes qui, des fois, surtout à morte saison, c'est nuit quand ils arrivent le soir. Et le lendemain matin, le premier bonjour, c'est on a cru atterrir sur la Lune quand, Ah oui? quand ils ont vu. Et ça, on l'entend. Oh. Nous partons maintenant vers l'une des extrémités du Causse pour une randonnée au-dessus du vide en compagnie de Sandrine Descaves, guide au Parc national des Cévennes. Le petit chemin que nous empruntons surplombe les gorges de la Jonte. La Jonte, c'est une rivière qui, comme le Tarn, a creusé un canyon, moins touristique, mais plus sauvage. Après 2 heures de marche, la récompense, un panorama percé d'incroyables sculptures naturelles qui semblent invoquer le ciel. Donc là, Sandrine, c'est votre bureau. C'est un peu ça, oui. De la chance, on peut dire. Il y a quelques rochers avec des formes totalement improbables. On leur a donné des noms, hein, d'ailleurs. Oui, alors il y en a notamment 2 qui sont très célèbres, le vase de Chine et le vase de Sèvres. Alors ce sont des rochers qui sont des rochers dolomitiques. Donc la dolomie, c'est du carbonate de magnésium. Donc c'est une roche qui est beaucoup plus solide par rapport au carbonate de calcium qui entoure et qui constitue la majorité des cosses et qui donc va résister davantage à l'érosion par l'eau. Les gorges de la Jonte, elles sont peut-être un peu moins connues que les gorges du Tarn, mais elles ont un charme inouï. Elles sont un petit peu moins connues, c'est vrai qu'elles ont un caractère plus sauvage. Qu'entre le Rosier qui est en aval par rapport à nous et Méruès en amont, on a une vingtaine de kilomètres à peu près. On n'a que 3 hameaux avec peu de place, on va dire, pour l'homme contemporain. Et par contre, une forte naturalité, beaucoup plus de place pour la nature sauvage. Donc c'est plutôt un lieu de passage des hommes. Cela dit, si on regarde dans le paysage, tu vois par exemple au-dessus du hameau du Truel, des terrasses. On voit que l'homme a été très présent, il est encore présent, mais beaucoup plus présent dans le passé, avec pas mal de cultures, de vignes, de fruitiers. Nous sommes dans la partie centrale la plus protégée du Parc national des Cévennes. Tels des oiseaux, nous nous posons au-dessus du vide, dans un endroit qui porte très bien son nom. Le balcon du vertige. C'est ici qu'en 1970 a été lancé le premier programme réussi dans le monde de réintroduction des vautours moines. Dans les années 30-40, ils avaient totalement disparu. 0 vautour ou quasiment dans ces années-là, et aujourd'hui combien? Et aujourd'hui, plus de 400 couples de vautours fauves, une vingtaine de vautours moines et après quelques-uns de vautours percnoptères. C'est vraiment une réussite sur plein de plans. Déjà une réussite au niveau scientifique, puisque on ne savait pas comment réintroduire ces espèces-là. Donc c'est ici que la méthode a été mise au point pour la première fois et qui a été reproduite depuis dans pas mal de zones du monde sur d'autres espèces. C'est aussi une réussite sur le plan biologique, on le sait parce qu'on fait un suivi très précis de ces couples de vautours et on sait que tous les indicateurs sont ouverts, donc par exemple le taux de succès reproducteur ou le taux de survie qui est très très bon. Quelle a été la place des hommes, des habitants du Causse dans ce projet?
pour qu'une réintroduction soit effective, pour qu'elle se déroule bien, qu'elle soit réussie, il faut que toutes les conditions soient réunies pour l'espèce. Ça veut dire les conditions en termes de besoins par rapport à cette espèce. Et cette nourriture, ça tombe bien, elle est juste sur les plateaux, notamment le cosméjean, avec l'élevage ovin. Donc là, ils vont pouvoir se nourrir, c'est des charognards, sur les cadavres d'exploitation de brebis. Et c'est un lien en fait à bénéfice réciproque. En plus, c'est ce qu'on appelle des cul-de-sac épidémiologiques, c'est-à-dire qu'ils ont un taux d'acidité tellement important dans leur intestin et variable, qui fait que tout ce qui passe par leur système digestif est détruit, donc les bactéries, les virus, etc. Donc ça a permis de convaincre les responsables au niveau vétérinaire qu'on pouvait s'appuyer sur cette alliance qui existe depuis des milliers d'années. Sandrine, quand tu viens là qu'avec tes jumelles, tu regardes ces paysages et tu regardes les vautours, qu'est-ce que tu ressens? Moi, j'avoue que quand tu disais c'est mon bureau, c'est vrai que je m'estime très chanceuse et que l'esprit des lieux m'aide à continuer à trouver de l'énergie pour continuer dans mon travail tous les jours. La nature a confié à ces oiseaux une mission indispensable, faire disparaître les traces de la mort, être des agents purificateurs. Et si aujourd'hui il arrive que ces charognards inspirent du dégoût, du mépris, dans beaucoup de civilisations, sans doute plus en phase avec leur environnement, ils étaient vénérés. Pour les Indiens d'Amérique, les vautours avaient le don d'aider les défunts à trouver le chemin du ciel. Constant Bagnolini fut l'un des pionniers de la réintroduction des vautours. 30 ans plus tard, il continue à les étudier, à les contempler. Et très vite, on se rend compte que Constant parle comme volent ces oiseaux, avec grâce, poésie, planant sur un vent de liberté. Regarde, là, donc là, il y a un vautour fauve qui passe. Donc tu vois, le vol plané, ce qu'on appelle le vol à voile. Donc ça, c'est vraiment le vol des vautours. Ce sont les spécialistes de ce type de vol. On le voit bien, hein, ce vautour n'utilise aucun battement d'aile. Donc il utilise le vent qui heurte le relief, qui crée des verticalités montantes. Et autre type d'ascendance, le thermique. C'est-à-dire que le soleil chauffe l'air chaud étant plus léger, va créer une colonne d'air chaud. Donc ce sont vraiment les champions d'économie d'énergie. Tu vois, ils nous font le spectacle là. Wow. Alors, ce que j'aime bien dire, moi aussi, les vrais spécialistes, on dit je suis un spécialiste des vautours, mais les vrais spécialistes des vautours, c'est eux. Hein. Ouais. Regarde ce balai-là. Oh là, il y en a plein là. Tu vois, il y en a au moins une vingtaine. Hein. Même plus, hein, une trentaine d'oiseaux. Donc en fait, ici, tu as un livre. Tu as la plus grande bibliothèque au monde ici. Donc il suffit de te poser là, tu écoutes le vent, tu regardes une lumière. La nature, elle parle. Mais il suffit après, il faut passer du temps, écouter. Arrêtez-vous. Stop. Arrêtez de courir. Dans ce monde où on n'arrête plus de courir, on n'a plus le temps de prendre le recul nécessaire pour voir sa vie et tout ce qui l'entoure. Regardez les fleurs jaunes, là. Regardez l'astère des Alpes, là, cette couleur mauve. Et petit à petit, redevenez un enfant quelque part. Émerveillez-vous, parce que le monde est merveilleux. Et ce que disait un auteur, j'ai beaucoup aimé cette phrase, c'est un ornithologue, il disait « Les rapaces agrandissent le ciel ». Ça paraît de nos jours, la poésie, je sais qu'elle est en perte de vitesse, tout ça, mais c'est important, la poésie, c'est important. Des ailes, des ailes, des ailes, pour ensemencer le ciel, quand brille le soleil, afin que leur ombre revienne caresser les flancs rocheux de la terre. Alors voilà, si on voit un rayon de soleil là-bas, si on voit un vautour qui est en train de planer le long de la falaise, eh bien c'est exactement ça. Qu'est-ce que j'aimerais me faire caresser par une ombre ? À quelques battements d'ailes, nous partons retrouver Daniel André, qui, en connaissance de cause, veut nous faire découvrir un trésor enfoui.
Daniel, vu nos tenues, bon, aucun doute, c'est qu'on va partir dessous. Oui, on va partir dessous parce que tout à l'heure, tu te demandais ce que faisait l'eau, quand elle creusait des dolines, où elle partait. Eh bien, je vais te le montrer. Nous allons aller sous terre dans ce qu'on appelle un navin, un puits naturel qui aboutit dans une grande salle. On y va? Oui, on y va, mais Allez, suis-moi. allez, on est gauche, je te suis. N'oublie pas d'être tout le temps longé. Oui. Le pays d'Écosse est le berceau mondial de la spéléologie. Car c'est ici qu'à la fin du 19e siècle, Édouard Alfred Martel, le père de cette discipline, a fait ses premières explorations. Sur le Méjean, il était toujours accompagné d'un forgeron de la région, Louis Armand, à qui il avait transmis le virus. Septembre 1897, ce dernier repère ce trou. L'écho provoqué par les pierres jetées indique une cavité importante. Dès le lendemain, Armand et Martel reviennent avec 1000 kilos d'échelles, de cordes, de lumière. Louis Armand descend en premier, bientôt suivi par le maître, par la même voie que nous empruntons aujourd'hui. Waouh, 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 waouh. Oh, le spectacle. Oh mon Dieu. Ah, c'est impressionnant. Oh, aïe, 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 aïe. Ah oui. Ça vaut le coup. Je comprends les premiers mots des découvreurs, un rêve de 1001 nuits. Oui, tout à fait. Les dimensions, c'est quoi alors, Daniel, de Les cette dimensions, grotte? tu veux savoir? Ouais. Alors, c'est... Ah, j'ai tourné, je tourne, je tourne. Mais vas-y, parle-moi, parle-moi. Alors, les dimensions, le plus grand axe, c'est en projection, c'est 82 mètres, sinon c'est 110 mètres par la pente, 40 mètres de haut, 60 de large. Voilà, les plus grandes stalagmites vont jusqu'à 30 mètres de hauteur. C'est Voilà. parmi les plus grandes cavités en France ou pas? Il y a plus grand, mais c'est parmi les plus grandes cavités aménagées en volume de France, oui, tu vois. C'est magnifique. Voilà. Louis Armand, quand il est arrivé en bas, il a vu une blancheur. Il s'est détaché, il a allumé du magnésium. Et là, pour lui, ça a été vraiment le rêve des 1001 nuits, parce que ça dépassait tout ce qu'il n'avait jamais vu au cours de sa vie. Et donc, il a appelé tout de suite Martel, qui est descendu, et qui a compris que c'était ce qu'il a appelé plus tard l'apothéose des cavernes. Allez, on va voir. On va voir. Ah, on est go. Voilà. Tout en bas, Armand et Martel avancent au milieu d'une impressionnante concentration de stalagmites, des concrétions qui montent vers le plafond de 1 à 5 cm par siècle. Selon leurs propres mots, ils ont l'impression d'être dans une forêt vierge. Le terme de forêt vierge, j'ai bien trouvé, mais ce ne sont pas des arbres ici. Non, voilà. En fait, ça ressemble à des arbres. Ce sont des fûts, si tu veux, des fûts donc de calcite, mais des fûts particuliers que l'on trouve dans très peu de grottes. Ce sont des fûts que l'on a appelés donc des troncs de palmier, parce que ça y ressemble, ou bien des piles d'assiettes, ou bien pour certaines des pommes de pin. Alors, stalagmites, ça monte. Voilà. Il y en a combien ici? C'est impressionnant. Alors, il y en a environ 400, de 2 mètres jusqu'à 30 mètres, grâce à l'incessant travail de la goutte d'eau, millénaire après millénaire, sans doute 500 000 ans, hein, on pense. Quelle est la plus grande stalagmite ici? La plus grande, nous l'avons là. Donc, elle fait 30 mètres et quelques de hauteur. Donc, elle a été mesurée avec une montgolfière par Martel en 1897. Dès l'origine, on savait sa hauteur. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est dans le Guinness des records. Daniel, on l'a bien vu, tu connais tout sur le Causse, tout sur même ses dessous. Qu'est-ce qui te touche tant dans ton pays? Eh bien, tout simplement, parce que j'y suis né, mais quand je le quitte, je m'aperçois que rarement ailleurs, il y a aussi beau que ce département. Et donc, je veux qu'il soit plus connu que ce qu'il est actuellement. Martel avait dit, dans son premier ouvrage, il l'avait dédié aux Lozériens pour que ce département méconnu, finalement, devienne célèbre. Sous terre, dans les airs, le spectacle offert par les Causses de Lozère projette le visiteur dans une autre dimension, une dimension presque mystique. Un sentiment parfaitement traduit par un grand écrivain de la région, prix Goncourt, Jean Carrière. Ici, tous les chemins finissent dans le ciel, naviguant toujours le plus haut possible vers des destinations qui n'appartiennent plus à la Terre, mais plutôt à un continent céleste disparu,
le Cosméjean, une île au milieu des cieux.